de la Gontrie. Merci, monsieur le maire. Finalement, l'avantage d'intervenir en fin de discussion, c'est de pouvoir écouter les intervenants précédents et finalement de pouvoir pointer ou relever un certain nombre de leurs contradictions. Nous débattons à l'instant des orientations budgétaires. Chacun a souligné le cadre légal nouveau, mais pour en faire parfois des interprétations variées. D'abord, le changement de statut de la ville de Paris. Ensuite, la contractualisation passée avec l'État. Et enfin, le contexte budgétaire incertain qui nous amène évidemment à une vigilance particulière. Et malgré cela, le cap fixé depuis 2014 auprès de nos concitoyens parisiens sera une nouvelle fois tenu. Le cap, il a été rappelé à plusieurs reprises, notamment par Emmanuel Grégoire. Il se résume en 4 axes majeurs. Premièrement, la sobriété des dépenses de fonctionnement. Deuxièmement, la stabilité des impôts directs. Troisièmement, la mise en œuvre du programme d'investissement. Quatrièmement, l'endettement maîtrisé. Sur ce dernier point, les chiffres comparatifs de la dette parisienne rapportés au nombre d'habitants méritent, quoi qu'en disent certains, d'être régulièrement rappelés. Bordeaux, 2 644 € par habitant, Lyon, 3 295, Marseille, 3 726, à Paris, la dette reste à 2 288 € par habitant et n'excédera pas 6,5 milliards d'euros en 2019 selon les prévisions. Et sur ce point, le dernier intervenant à l'instant, Jean-Pierre Lecoq, montre bien la différence d'approche qui peut être la nôtre. Il met en valeur et il flatte la gouvernance de la région Île-de-France. Normal, il en est l'élu et c'est sa majorité qui dirige. Il n'est pas très difficile de réduire un endettement lorsqu'on sabre les dépenses au bénéfice de l'ensemble des habitants d'une collectivité. Il n'est donc pas très difficile pour Valérie Pécresse de réduire l'endettement de la région Île-de-France. En revanche, et nous le verrons sur le temps long, lorsque nous sacrifions ainsi au niveau de la région un certain nombre de politiques publiques, et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir au cours de ce Conseil de Paris, évidemment, ce sont les Franciliens qui trinquent. Aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas de travail cohérent et de partenariat entre la ville et la région pourrait être risible. Je rappelle, et vous le savez pour certains d'entre vous, l'existence de ce qui s'appelait autrefois le STIF et qui a bien heureusement changé de nom finalement pour s'appeler Île-de-France Mobilité, et la part absolument majeure du financement de la ville de Paris dans le fonctionnement des transports d'Île-de-France. Mais, monsieur Lecoq, pour le coup, vous n'êtes pas à la moindre contradiction près, puisque vous souhaiteriez que Paris réduise sa dette, mais qu'en même temps, c'est décidément à la mode, et qu'en même temps, le sort des personnels soit examiné de manière plus favorable. De la même manière, Madame Gatel, pour le MoDem et l'UDI, indique qu'il n'y aurait pas lieu, sans doute, de rechercher des nouvelles recettes, voire de créer des taxes nouvelles. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est quelque part un peu amusant dans la période où, samedi, nous verrons la colère des Français au regard de l'amplification permanente des taxes. Et puis, nous avons eu droit à une intervention éruptive, pour ne pas dire éructante, de notre collègue Julien Bargeton, dont je me suis rappelé en vérifiant sur sa fiche Wikipédia qu'il avait bien été pendant 3 ans et demi l'adjoint aux finances de Anne Hidalgo, tellement j'avais l'impression qu'il niait une circonstance qu'il avait lui-même créée. Alors, il faut le dire à Julien Bargeton, mais ce n'est pas grave, ça lui sera rapporté, que les Parisiens et les Parisiennes vivent dans une ville où les engagements sont tenus et où les impôts locaux directs sont stables depuis 2014. J'indique simplement à ceux qui éructent eux aussi de l'autre côté de l'hémicycle que d'une part, je ne les entends pas et que deuxièmement, s'ils éructent, c'est donc que j'ai raison, donc je continue. Et donc les engagements sont tenus, les impôts locaux directs sont stables et continueront de l'être. Ils sont stables et ils sont, nous le savons, parmi les plus faibles des grandes villes françaises et je le souligne. Et pourtant, il y a, nous l'avons souligné déjà, une gestion des plus sérieuses qu'il faut saluer, puisque les agences de notation, certains en décrient la vertu, et je vois passer Daniel Simonet à l'instant, les agences de notation Standard & Poor's et Fitch ont attribué à la ville de Paris la note 2A, reconnaissant elles-mêmes cette situation comme saine et durable. C'est une réussite collective
et auquel, évidemment, j'associe non pas seulement Julien Bargeton en tant qu'ancien adjoint aux finances, mais l'ensemble des agents de la ville qui, dans l'exercice quotidien de leur mission de service public, contribuent à servir les Parisiennes et les Parisiens dans ce souci de résultats probants. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, un cadre légal nouveau. Contractualisation entre l'État et la Ville de Paris, qui fixe un taux maximal d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement de 1,14 et une capacité d'endettement ou de désendettement, en l'occurrence, inférieure à 12 ans. L'engagement sera tenu, cela a été rappelé. D'autre part, l'évolution du statut de la ville, qui verra la fusion de la ville et du département, qui va se traduire sur un plan budgétaire et comptable avec un budget unique de la ville, présenté par politique publique et non plus par chapitre budgétaire. Cela sera beaucoup plus lisible pour les Parisiennes et pour les représentants que nous sommes. Un contexte budgétaire incertain, je le rappelais en introduction, car si nous pouvons être satisfaits de cette gestion, nous savons que la vigilance est nécessaire, car notamment dans le débat parlementaire, le montant de la péréquation et des mécanismes de compensation de la suppression de la taxe d'habitation pourrait remettre en cause de manière sensible l'équilibre budgétaire de la ville. Chacun le sait, Paris est le principal contributeur au mécanisme de solidarité entre les collectivités. Cela a été rappelé tout à l'heure, notamment par Rémi Féraud pour notre groupe. 22% de l'effort de péréquation au niveau national, 55% au niveau régional, c'est normal, mais ce sont des montants très importants. La contribution au STIF, que je rappelais en réponse à l'intervention de M. Lecoq tout à l'heure, en est un autre signe. Mais le projet de loi de finances pour 2019 prévoit une augmentation de la part de Paris de la péréquation de 4%, c'est-à-dire 21 millions d'euros. C'est une augmentation qui apparaît comme raisonnable et qui peut être aujourd'hui absorbée par le budget de la ville, mais toute décision du Parlement qui amènerait à augmenter cette contribution réduirait évidemment les capacités de financement de la ville. Deux autres éléments doivent appeler notre vigilance. D'une part, quoi qu'on en dise, la poursuite de la baisse de la dotation globale de fonctionnement et d'autre part, la problématique de la compensation de la suppression de la taxe d'habitation. Sur la baisse de la DGF, cela a été rappelé tout à l'heure, 25 millions d'euros de baisse en 2019 par rapport à 2018, c'est donc bien une baisse dont il s'agit. Nous verrons lors du débat sur le projet de loi de finances si cette projection se confirme, mais tout comme le mécanisme de péréquation, il est probable qu'une baisse supplémentaire soit envisagée et nous devons être vigilants. Concernant la suppression de la taxe d'habitation, nous le savons tous les maires sont inquiets. Les débats portent aujourd'hui sur les conséquences de cette suppression, sur l'équilibre des finances des collectivités, mis en lumière par le déplorable épisode du #BalanceTonMaire. Au-delà de la polémique, la véritable question est double. Quelles sont les garanties de compensation de la suppression de cette ressource qui est essentielle pour les communes? Et comment, dans le cas contraire, allons-nous trouver des sources de financement pour compenser au niveau communal? Le cadre de ce débat, qui est pour le moins flou, et comme le disait une de mes amies politiques, lorsque c'est flou, c'est qu'il y a un loup, laisse apparaître la nécessité pour les communes de trouver donc elles-mêmes des ressources complémentaires, leur faisant ainsi habilement porter la responsabilité de décisions qui pourraient s'avérer impopulaires. La nécessité de ressources complémentaires, évidemment, la ville de Paris n'échappe pas à ce débat, quoi qu'en disent certains élus de l'opposition, et nous devons évidemment en rechercher face à cette suppression de recettes. Fidèles à nos engagements, nous assumons nos responsabilités. Les recettes de la ville vont progresser en 2019. Les objectifs en matière de droits de stationnement vont être tenus. Les recettes fiscales perçues au titre de la CVAE devraient progresser de 5,6%. De même que la taxe de séjour qui devrait rapporter environ 10 millions d'euros supplémentaires. Et du fait du calendrier d'achèvement de certaines opérations d'aménagement, des recettes d'excédent de ZAC sont attendues. En parallèle, nous poursuivons nos échanges avec le gouvernement pour permettre la création d'une nouvelle taxe, oui Madame Gatel, de mobilisation des logements non occupés, car nous le savons, c'est une des plaies qui explique la situation du mal-logement à Paris. Ces recettes s'ajoutent à la sobriété de la ville de Paris en matière de progression des dépenses de fonctionnement qui ne dépasseront pas, donc nous l'avons rappelé, le cadre contractuel. Donc mes chers collègues, la prudence et la sobriété budgétaire mises au service de nos concitoyens vont nous permettre en 2019 de tenir à la fois nos engagements de non-augmentation des impôts locaux directs et de déployer le programme d'investissement prévu qui va profiter à chacune des Parisiennes et à chacun des Parisiens. Je vous remercie.